Marquis, bonjour à tous. Pendant que Rutel Krief fait le service après-vente d'Emmanuel Macron, eh bien ce dernier disjoncte. Avant de traiter toutes ces informations, je voulais remercier, comme il se doit, ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Je voulais remercier aujourd'hui Anne Scorpion et Laurent Siran. Merci, merci messieurs, vous êtes à l'honneur. Vous savez que les temps sont extrêmement durs, nous subissons la censure, nous subissons des attaques. J'ai reçu beaucoup d'insultes dans mes 3 dernières vidéos. Il y a des moyens pour nous rendre invisibles, alors n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, à faire en sorte que ces vidéos soient rediffusées sur d'autres réseaux sociaux. Et puis si vous pouvez évidemment aider la réinformation d'un merci rémunérateur, c'est toujours le bienvenu. C'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi un soutien moral. Voilà. Commençons directement par l'affaire Rutel Krief. Rutel Krief. J'en ai écrit des articles sur elle, j'en ai fait des vidéos sur Rutel Krief, mais là j'ai l'impression qu'elle a battu le record du son avec un CCD. Alors elle est sortie de sa boîte, on la voit sur tous les plateaux, notamment elle est venue à la fin de la semaine dernière sur le plateau de Quotidien de Yann Barthès, où on lui a présenté tous ces éditorialistes qui sont venus dîner en secret avec Emmanuel Macron pour recevoir les fameux éléments de langage. Eh bien, pour Rutel Krief, elle trouve tout à fait normal que des journalistes comme ça aillent dîner en secret à l'Élysée, invités par l'Élysée. D'ailleurs, elle a commis un impair parce qu'elle a reconnu que normalement c'était le journaliste, lorsqu'il voulait un interview, qui a invité l'homme politique. Là, c'est directement Emmanuel Macron. Celui qui paie généralement veut obtenir certaines choses. Et en effet, et je vous renvoie à mon dernier numéro, ces éditorialistes ont diffusé la parole présidentielle sans la critiquer. Parce que cette même Rutel Krief qui explique que le travail de journaliste c'est de décrypter, de comprendre les éléments de langage, l'ont-ils fait tous ces éditorialistes lorsque Emmanuel Macron par exemple dit que la réforme des retraites doit passer parce que sinon ce serait la victoire de l'irresponsabilité? Ont-ils fait ce travail de décryptage de ce narratif élyséen? Pas le moins du monde, et ils ont fait en sorte au contraire de vous bourrer le crâne. Voilà, donc Rutel Krief qui fait le service après-vente d'Emmanuel Macron, c'est presque délicieux, surtout chez Quotidien, et je vous expliquerai cela par la suite. Mais comme cette position n'est pas défendable, eh bien Rutel Krief passe à l'attaque, et elle explique que tous ceux qui critiquent cette façon de faire journalistique sont, je cite, des complotistes ou des populistes. Autrement dit, dénoncer les accointances entre le journalisme et le pouvoir politique, c'est du complotisme. Ces mêmes journalistes qui reçoivent des centaines de millions d'indemnités de l'État, qui sont achetés donc dans le pouvoir politique, ou qui sont dans les rédactions possédées par des milliardaires qui sont proches aussi du pouvoir. Mais pour Rutel Krief, circuler, il n'y a rien à voir, c'est tout à fait normal. Eh bien, on reste, j'ai presque envie de dire, les bras ballants. Comment peut-on arriver à dire des choses pareilles? Mais doit-on s'en étonner de Rutel Krief? Parce qu'elle n'a pas fait que cela, Rutel Krief. Elle est passée aussi samedi soir dans Quelle époque de Léa Salamé. Et là, elle nous a expliqué qu'on a une chance folle d'être en France aujourd'hui, explique Rutel Krief. Elle nous refait une Raphaël Enthoven, c'est-à-dire avec Emmanuel Macron c'est formidable, on a une gastronomie superbe et on a une très belle équipe de foot, du pain et des jeux. Eh bien Rutel Krief nous ressort ce même discours, mais elle se rend compte de l'état des finances de la France. J'en parlerai dans un instant pour montrer à quel point la France est dans une situation tragique. Là encore, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce ne sont même plus des journalistes à ce niveau-là. Ce sont des propagandistes, non plus de la Pravda. Parce que là, je crois qu'on a dépassé ce stade-là. On est chez Orwell. Il y a une véritable réécriture de l'histoire. Il y a une véritable réécriture des événements. Je vais vous parler d'ailleurs de cette Rutel Krief qui est une menteuse professionnelle. Souvenons-nous, nous sommes en 2017. Emmanuel Macron, hélas, vient de remporter l'élection présidentielle. Et Rutel Krief se fait attraper en train de serrer la main d'un inconnu. Et qui est ce bel inconnu qui rend Rutel Krief extatique? Vous le savez, il apparaît derrière son dos, c'est Emmanuel Macron. Rutel Krief a dû s'expliquer cette complicité entre elle et ce qui allait devenir le chef de l'État.
Elle a osé trouver comme excuse que c'était le président qui était tout simplement courtois. C'est vrai que lorsqu'on est courtois, on serre la main d'un signe de victoire à une journaliste qui a l'air d'être complètement en accord avec vous. Cela a entaché la carrière de Ruth Elkrief. Eh bien, Ruth Elkrief, si Big Brother existait, et il en serait très fier. Regardez ce qu'elle est capable de dire en 2020. J'en profite pour apporter une précision, car j'ai été poursuivi par une image qui est fausse. C'était cette fameuse poignée de main que j'aurais échangée avec Emmanuel Macron le soir d'un meeting entre les 2 tours de l'élection présidentielle. C'est complètement faux. Ouh, la menteuse, on vient de montrer que c'est juste et elle a reconnu les faits. Yann Barthès avait rétabli la vérité dans le Quotidien. Tiens, Yann Barthès, celui qui vient de la recevoir, c'est-à-dire qui travaille en binôme depuis de très nombreuses années, ces deux-là, en montrant que le chef de l'État avait des bagues à sa main et que celle que je touchais n'était pas la sienne. Finalement, quand on dit la vérité, elle passe à l'as. Je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque vous avez dit la vérité, elle passe à l'as, et que vous mentez, Ruth Elkrief. Vous remarquez que elle avait donc déjà travaillé avec Yann Barthès dans l'émission Quotidien. Il la reçoit, il la fait briller et il fait en sorte qu'elle puisse défendre le chef de l'État. On a très bien compris, c'était 2 journalistes aux ordres. Si vous voulez vous convaincre de ce que je vous ai dit, vous pouvez regarder cette vidéo où elle explique que tout ça, c'est un coup monté, c'était un mensonge médiatique. Je vous mets le lien dans le descriptif. Donc, Ruth Elkrief, menteuse professionnelle. Elle accuse ceux qui dénoncent la collusion entre les politiques et le chef de l'État de populisme et de complotisme. Alors qu'elle en est un très bon exemple sur le plateau de Quotidien. Là, j'avoue que c'est très fort. On a affaire véritablement à des criminels endurcis. On les attrape en train de mentir et ils vous disent « Non, je n'ai pas menti ». Et puis une petite réflexion personnelle, si Emmanuel Macron envoie Ruth Elkrief le défendre, c'est que vraiment, il est au fond du trou. Et puis, il a envoyé aussi un autre aboyeur des plateaux de télévision, l'immonde Jean-Michel Apathy, celui qui trouve que tous les électeurs patriotes sentent des pieds. Eh bien, pour lui, c'est de l'acharnement contre la presse. Et bien évidemment, que tous ceux qui attaquent ce dîner entre les éditorialistes et le chef de l'État, je vous le donne en le mille, ce sont des complotistes, ce sont des populistes. Jean-Michel Apathy qu'on a attrapé plus de 10 fois en train de mentir. Ah, quand je dis 10 fois, seulement dans le mois, parce que si on commence à énumérer tous les mensonges de Jean-Michel Apathy, nous n'en finirions plus. Donc ces gens nous expliquent que tout va bien dans le meilleur des mondes, que Emmanuel Macron est un formidable président, alors que la réalité, elle est toute différente et nous allons le voir dans un instant. Mais auparavant, je voudrais montrer cette fameuse technique de la bague. Vous savez, on vous dit qu'il y a une bague et que cela remettrait en cause tout le narratif. Regardez comment travaillent certains journalistes, certains fact-checkers, notamment Tristan Mendès France. En effet, celui-ci vient d'accuser tous ceux qui sont en train de donner sur les réseaux sociaux le Project Veritas, c'est une vidéo qu'il faut absolument voir. Eh bien, tous ceux qui transmettent sont d'ignobles complotistes. Regardons la liste de ces affreux complotistes d'extrême droite. Alors là, il y a une chose qui est très surprenante. On a évidemment Christine Coton, Virginie Joron, Florian Philippot, Vérité France, Marquis de Drélincourt, Philippe Murer, etc. Bon, mais il n'y a que du beau monde, en fin de compte, dans cette liste de complotistes. Je suis très fier, moi, d'appartenir à ces gens qui défendent la vérité. Attaquer Virginie Joron alors qu'elle est en train de mettre, par son travail, de mettre en difficulté Van der Leyen, vous comprenez pour qui travaille Tristan Mendès France. C'est un ignoble personnage. Et je l'avais aligné notamment dans une vidéo où j'avais montré que ce qu'il disait sur Elon Musk, c'était de la propagande et qu'en plus, il avait un peu un visage pour jouer dans un film de Sergio Leone. Et là, ça ne lui avait pas plu, évidemment, et il m'avait bloqué sur Twitter. Eh bien, comme le dit très bien Philippe Murer, ce sont des méthodes dégoûtantes, de celui du fact-checker Tristan Mendès France, car il met l'étiquette de conspirationniste d'extrême droite à toute personne qui dit la vérité.
C'est presque un hommage qu'il nous rend Tristan Mendès France, puisque l'information de Pfizer est reconnue comme vraie. Donc, on dit la vérité, on est un conspirationniste d'extrême droite. C'est ce que nous dit dans une certaine mesure Rutel Krieft, Barthès. Ils sont là essentiellement pour défendre le président de la République. Quant à la vidéo en question, il faut absolument la voir. Elle a été vue plus de 25 millions de fois. Et où un cadre de Pfizer passe aux aveux, notamment sur le gain de fonction du virus. Je vous mets la vidéo dans le descriptif. Alors, le seul bémol à cette vidéo, c'est qu'elle est en anglais. Si vous connaissez un lien traduit où la vidéo serait traduite en français, n'hésitez pas à me le fournir, je ne l'ai pas trouvé. Comme je le disais, tous ces gens défendent le président de la République Emmanuel Macron. Ça pose quand même président de la République française. Et puis, patatras, on regarde un peu la tête de ce président de la République. J'ai l'impression que c'est plus une plaquette de film pour Hannibal Lecter que véritablement celui qui est censé représenter la France. Rien que ses yeux, son visage, il devient de plus en plus inquiétant. En même temps, quand on se fait défendre par Tristan Mendès France, Rutel Krief ou Yann Barthès, c'est qu'on n'est pas tout à fait sain d'esprit. Et regardez ce que nous dit ce grand malade. Nos émissions de CO2 baissent, mais pas assez vite. Pour réussir, il nous faut doubler nos efforts. Doubler nos efforts. C'est-à-dire que ce que nous avait annoncé Pannier-Runacher, ce n'était pas une bêtise. Non, c'est la volonté du président de la République. La France n'a pas de problème d'émissions de carbone par rapport à ses voisins. Ce n'est pas elle qui est responsable, notamment parce que nous avons un parc nucléaire. C'est ce président qui a tué le parc nucléaire français et qui aujourd'hui nous demande de faire des efforts, de nous serrer la ceinture. Et quand on regarde ses yeux, on s'aperçoit que ce en même temps n'est pas tout à fait normal. Et c'est le même qui nous explique que nous avons plus de 3000 milliards d'euros de dette publique et que par le biais de son ministre des Finances, il va falloir créer 2 fois plus de richesses que de dépenses publiques. Ce qui n'est pas en soi idiot. En effet, il faut produire plus de richesses que de dépenses. Ça, on a très bien compris. Mais en baissant de 40% l'énergie, comment cela est possible? Tous les pays qui sont en développement, qui veulent de la croissance, qui veulent créer de la richesse, sont obligés d'avoir une croissance énergétique. Il y a un moyen pour cela, c'est l'énergie nucléaire. Vous voyez la faute originelle d'Emmanuel Macron. Et nous apprenons qu'il va peut-être y arriver à réduire de 40% la facture énergétique des Français pour une raison simple. C'est que la France a enregistré en 2022 la plus haute augmentation de défaillance d'entreprises de son histoire, à près de 50% sur un an, selon un rapport du cabinet spécialiste Altares. Et pour beaucoup, ce n'est qu'un début. C'est ce président de la République que l'on a mis en fonction, qui est en train de tout détruire. Je ne vais pas récapituler tout ce que j'ai dit dans toutes mes vidéos, mais c'est quand même un personnage qui est de plus en plus dangereux. Et puis, on lit ce genre de choses dans la presse. Réforme des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est pas négociable, affirme Borne. Mais cette réforme n'a-t-elle jamais été négociable? Tous les syndicats se sont plaints en effet d'un passage en force qui avait un refus de négocier. Grosso modo, le gouvernement arrivait avec des mesures pour essayer de séduire les syndicalistes qui, je pense, auraient été prêts à accepter, mais comme la base est furieuse, eh bien, ils ont dû tenir tête au chef de l'État. Dans ce que nous venons de lire, Elisabeth Borne qui se met en avant, qui dit qu'il n'y a plus de négociation, cela signifie que le président de la République se met en retrait. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme l'ont souligné de nombreux journalistes. Si le chef de l'État n'assume plus cette réforme et laisse son Premier ministre, c'est qu'il n'y croit pas trop. Et donc, s'il y a un échec, ça sera la faute d'Elisabeth Borne, ça ne sera pas la faute du président de la République. Il est malin, cet Emmanuel Macron. Et puis, il se susurre qu'il y a de plus en plus de députés qui ne voteraient pas cette réforme. Ça va être très compliqué. Eh bien, on va continuer sur les bonnes nouvelles, puisqu'on a appris. Alors, humblement, ce matin, j'étais vraiment content parce que je n'ai pas suivi le match. Novak Djokovic a remporté pour la 10e fois l'Open d'Australie, qui se situe à Melbourne. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi sa mésaventure de l'année dernière, mais il a été empêché de jouer parce qu'il était non vacciné. Je voudrais juste revenir justement sur cette presse aux ordres. Cette presse aux ordres qui a souillé, sali la réputation de Novak Djokovic.
Elle a raconté n'importe quoi. Et je me rappelle d'ailleurs un titre du Monde, ou du Limonde ou de Libération, qui expliquait que Novak Djokovic avait forcé la porte de l'immigration pour entrer en Australie. Il n'y a pas plus grand mensonge. On ne pouvait pas monter dans un avion en partance pour l'Australie sans avoir au préalable l'autorisation des services d'immigration. Il fallait avoir ce qu'on appelait à l'époque le Green Pass. Je m'en souviens très bien parce que j'ai connu, puisque j'étais à Paris, que je suis rentré en Australie. Vous avez l'hôtesse de l'air qui appelle les services d'immigration et lorsqu'elle obtient, elle vous dit, vous pouvez passer, elle vous donne votre billet d'avion et vous pouvez passer dans la zone d'embarquement. Voilà comment ça se passait. Novak Djokovic avait tous les papiers en règle. D'avoir fait croire le contraire fut un énorme mensonge de la presse aux ordres. Et puis, ils ont eu aussi quelque chose, ils ont eu les conditions de l'arrivée de Novak Djokovic. Parce qu'il a été arrêté par les services de l'immigration, ce fut un abus de pouvoir qui a été reconnu par la suite par le juge Anthony Kelly. Alors, Djokovic sort de son avion, il est arrêté par les services de l'immigration. Il va être interrogé pendant 8 heures par ses douaniers qui vont le cuisiner, qui vont utiliser des méthodes de déstabilisation psychologique. Ce fut reconnu notamment pendant le procès pour lui faire péter un plomb, pour faire en sorte, regardez, il est dangereux, il a une crise et on le remet dans son avion. Djokovic a des nerfs d'acier, il a tenu bon. Ils l'ont même couché à 6 heures du matin, ils l'ont réveillé 20 minutes plus tard pour le réinterroger. Vous voyez un petit peu les méthodes, des méthodes iniques. Lors du procès, du premier procès, puisque l'avocat de Djokovic a porté plainte, eh bien, le juge Anthony Kelly, en charge de l'affaire du visa australien de Novak Djokovic, a signifié que son annulation n'était pas légale, donc abus de pouvoir, plus centre de détention, torture psychologique, et que le champion serbe devait être libéré du centre de détention où il était contraint de rester depuis son arrivée en Australie. Quand il a signifié ça, c'était dans les 30 minutes qui suivaient le verdict du procès. Et le juge Anthony Kelly avait prononcé cette phrase au service de l'immigration, mais que voulez-vous qu'il fasse de plus ? Il avait tous les papiers en règle, il ne pouvait rien faire de plus en fin de compte. Il était bien tombé dans un guet-apens parce que le gouvernement australien ne voulait pas déplaire à certaines autorités du Big Pharma. Alors vous allez me dire, mais Djokovic n'a pas pu jouer. Oui, parce que le ministre de l'Intérieur, Anthony Hawkes, en utilisant son droit, c'est-à-dire un droit tyrannique, a expliqué que la présence de Djokovic sur la terre australienne était un trouble à l'ordre public. L'avocat a évidemment fait appel. Le juge a reconnu que Djokovic n'y était pour rien, mais le trouble à l'ordre public était de la compétence du ministre de l'Intérieur, donc ça, le juge ne pouvait pas annuler sa décision. Il a dû partir. Et cette sentence est accompagnée de l'impossibilité pour Djokovic de retourner en Australie 3 ans. Et qu'est-ce que nous avons vu ? Que ça a été cassé, qu'il a reçu de nouveau une invitation et de plates excuses de la part du gouvernement australien. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez lu ce genre de choses dans la presse ? Non. Est-ce que vous avez même vu la victoire de Djokovic ? Je ne l'ai pas trouvé, moi, dans le Figaro, quand j'ai regardé. Personne n'a parlé de la victoire de Djokovic. Et évidemment, tous les journalistes se sont comportés véritablement comme des charognards. Ils ont pris position contre Djokovic et aujourd'hui, ils sont piteux. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, d'aider la réinformation parce que véritablement, le combat est très difficile en ce moment. Et puis, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye!